Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle séance de lecture. Alors on est à la suite de la précédente, sauf que moi j'ai fait une pause repas, je suis allé manger, je suis allé boire, tout ça. Mais on reprend là où on s'était arrêté. À savoir, nous sommes dans le chapitre sur les attaques sur la libre entreprise, et donc plus particulièrement sur le retour et le comportement des réformistes, des patrons de la gauche réformiste, etc. En tout cas décrit comme tel. Donc grosso merdo, les gens qui estiment que le capitalisme n'est pas fondamentalement un problème, le capitalisme doit juste être retravaillé, doit juste être réformé pour devenir un bon capitalisme qui ne produit pas de violence, pas d'abus, etc., etc. On peut faire un bon capitalisme, il faut juste laisser faire les patrons, quoi. En gros, c'est l'idée. Évidemment, c'est un point de vue purement patronal, c'est un point de vue qui est purement éclaté au sol, mais bon, que voulez-vous, de la part des patrons, on ne peut pas vraiment s'attendre à grand-chose d'autre. Surprise, mais en fait non, pas surprise, comme on dit. On est reparti. Au début des années 70, une vague de publicité vantant la responsabilité sociale des entreprises envahit les médias américains. Les entreprises exposées un PDG sont attaquées de toutes parts en permanence. La compagnie garde le silence face à ces attaques sur ses politiques et ses pratiques, cela est interprété comme un aveu de culpabilité. L'autodéfense passe par la publicité d'entreprise. Les slogans de ces campagnes de greenwashing, de fairwashing, avant la lettre, opération de blanchissement écologique ou éthique, étaient parlants. Nous travaillons à conserver votre confiance. Vous promettez le pétrolier Texaco. Nous nous engageons d'assurer la sériste United States Steel. Il y a tout un monde de choses que vous pouvez faire. Vous faisiez miroiter Dupont, l'industriel de la chimie. Quant au groupe Union Carbide, dont le nom allait plus tard rester attaché à la catastrophe de Bhopal, nuages toxiques, des milliers de victimes mortes, suffoquées, en Inde, une nuit de décembre 1984, il s'offrait pourtant en 1974 des dizaines de pages de publicité dans la presse américaine pour vanter son engagement en faveur de la révolution verte. Les communicants lui avaient trouvé un slogan qui, avec le recul, en une tonalité grinçante. Aujourd'hui, ce que nous faisons va toucher votre vie. Ah. Effectivement. L'ironie est piquante. Effectivement. Bon vous voyez bien, encore une fois, on est sur la logique de ce qui a été dit par Chamaillou dans la précédente VOD, en conclusion de la précédente VOD, c'est qu'en fait, toutes ces entreprises, toutes ces structures qui font de la réforme, qui disent oui, on entend vos critiques, on entend vos attaques sur notre racisme, on entend vos attaques sur nos responsabilités écologiques, etc., et où il y avait quelques petites changements, quelques petites conséquences. Par exemple, c'était General Motors qui avait nommé une personne noire au conseil d'administration, pas de personne noire avant, étonnamment, qui avait mis en place un poste de vice-président pour les questions écologiques, etc. En fait, toutes ces décisions ne restent que de l'image. Concrètement, même si ces personnes avaient du pouvoir, ce qui n'est déjà pas le cas, mais même si ces personnes avaient du pouvoir, elles ne représentent généralement qu'une personne sur tout un groupe de personnes qui en a rien à foutre. Donc factuellement, on revient dans la situation où en fait il se passe rien. On a mis quelqu'un et il nous sert en fait d'éventail. Il nous sert juste à dire « Ah regardez, on a fait ce qu'il fallait ». Mais finalement, concrètement, il se passe rien, il n'y a aucun changement. Et là, pour le coup, Union Carbide, c'est d'autant plus parlant que justement, on a des discours pour dire « Ah regardez à quel point on va vers la révolution verte, on fait de l'écologie, on fait des produits qui respectent votre santé, patati patata ». Et 10 ans après, ils sont responsables malheureusement de la mort de milliers de personnes qui ont été assassinés par l'entreprise en fait, par un accident de l'entreprise quoi. Donc finalement les engagements c'est très joli mais ça se concrétise en rien du tout en fait. C'est juste de l'image, c'est juste de la communication et derrière il y a rien du tout quoi. Au contraire, même pas qu'il y a rien du tout,
c'est qu'il y a les mêmes choses qu'il y avait avant. Mais avec une autre image, mais il y a les mêmes choses qu'avant. Je reprends. Peu de choses me soulevèrent davantage l'estomac que de regarder les spots télévisés, en particulier ceux de certaines compagnies pétrolières, qui voudraient nous faire croire que leur seule raison d'être est la préservation de l'environnement. Celui qui exprimait ainsi son dégoût, en 72, n'était autre que Milton Friedman. Mais quelle était la raison de son haut-le-cœur ? Ce qui révulsait l'économiste néolibéral, ce n'était pas l'instrumentalisation du discours écologiste par les firmes, mais c'était tout au contraire la dénaturation de l'esprit d'entreprise par son enrobage dans des formules babacool. La nausée de Friedman, c'est que les entreprises n'osent plus, comme si elles en avaient honte, assumer publiquement le mobile qui les anime, faire un maximum de profit. Et Union de Carbone à Bhopal en Inde, il y a la dimension raciste. Ah bah oui, mais encore une fois, je vous le dis toujours, c'est inhérent. Vous ne pouvez pas séparer le monde capitaliste en fait du fascisme. Et donc, de fait, vous ne pouvez pas séparer le monde capitaliste du racisme et, de manière plus générale, de n'importe quelle oppression. Là, évidemment, l'oppression en particulier, très clairement, c'est le racisme, c'est la colonisation, etc. Très très clairement. Mais en fait, il faut bien capter à un moment donné que vous ne pouvez pas séparer le capitalisme des oppressions. Que n'importe quelle oppression en fait. Encore une fois, que ce soit l'oppression raciste, ou l'oppression validiste, ou l'oppression LGBTophobe, ou l'oppression de genre, etc. Vous ne pouvez pas séparer. En fait. Intrinsèquement, à l'intérieur même de ce qui constitue le capitalisme, vous avez tout ça. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc là, pour reprendre, on a Milton Friedman, donc, qui est d'un des trous du cul dont on a que trop lu les discours sur le chapitre tout à l'heure, qui est en train de dire « Ah, je suis dégoûté par tous ces spots télévisés », pas parce qu'on est en train d'instrumentaliser en fait toutes ces critiques, pas parce qu'on est en train de dire « Ah, quand même, là, vous faites du greenwashing et tout ça ». Non. Lui, ce qui pose problème, c'est que les entreprises n'osent plus assumer. Les entreprises n'osent plus assumer que oui, elles vont faire tout ce qu'il faut pour faire du pognon. Lui, dans sa vision du monde, il est tellement hors sol, il est tellement un fasciste à tous les niveaux, ce mec, qu'il est vraiment dans l'optique de « mais oui, on écrase des gens, mais c'est normal, c'est ce qu'il faut. Voilà, oui, on va aller tuer des personnes racisées, on en a rien à péter. Si ça fait du pognon, il faut le faire. Point. » Enfin, vraiment, vous voyez le niveau de ces types, quoi. Genre vraiment, et que ça, ce soit des gens dont on utilise encore aujourd'hui. Je connais des gens qui parlent de Friedman, qui parlent de ces auteurs-là, Friedman et d'autres, pour dire que quand même, c'est pas dégueu ce qui est dit, que quand même, ces logiques économistes, en fait, elles sont bien, que sa théorie est bien tenue, qu'il a raison, etc. On a des gens encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, 50 ans après, qui continuent à soutenir un fasciste pareil, quoi. Vous allez me dire, on a des gens aujourd'hui qui sont bien en train de soutenir Bardella, etc. Donc oui, de fait, oui, enfin... Bref, vous voyez l'idée quoi. Et heureux, Akab. Je reprends la lecture. Certes, reconnaît Friedman, étant donné le climat qui règne aujourd'hui dans l'opinion, l'aversion généralisée pour le capitalisme, les profits, l'entreprise sans âme, etc., il est de bonne guerre d'avancer masqué. Prétendre servir l'intérêt public est certainement, dans ce contexte, la façon la plus profitable de poursuivre ses intérêts égoïstes. Et en procédant de la sorte, le management ne fait que son travail. Je ne peux pas blâmer les dirigeants d'entreprise pour débiter des pareilles inepties. En fait, je les blâmerais s'ils ne le faisaient pas. Compte tenu de l'état d'esprit du public en général, prétendre être socialement responsable est une façon pour l'entreprise d'accroître ses profits. Non mais le cynisme du type quoi. Oh, je croyais qu'on avait fini avec les Jean-Michel Fachot de l'enfer là. Pourquoi on recommence? Pourquoi on recommence à les lire? Pourquoi? Reprenons. Tandis qu'à gauche, on dénonce ce genre de propagande comme une hypocrisie managériale, Friedman s'alarme exactement du contraire. Il craint que ses agents oublient de ne pas être sincères. Et à force de répéter ces belles paroles, ils finissent par le croire. À ce qui devrait n'être qu'un discours de façade, il s'auto-intoxique. Friedman est cynique. Il veut sauver l'hypocrisie. Son problème n'est pas celui du faux discours, en tant qu'il est une tromperie pour les autres, mais de la fausse conscience, en tant qu'elle est une illusion pour soi. Ce phénomène qui l'inquiète, on pourrait le nommer l'hypercrisie. L'hypocrite est celui qui porte un masque,
qui en a conscience. L'hypercrite est celui qui se prend lui-même pour son masque, celui chez qui la conscience de la duplicité s'est évanouie. S'oubliant elle-même, l'hypocrisie bascule dans l'hypercrisie, sorte de profession de foi amnésique par lequel un homme se trompe lui-même en trompant les autres, sans avoir dessein de les tromper. Les hommes d'affaires, regrette Friedman, se prennent souvent pour des philosophes. Alors j'ai un peu envie de rigoler parce que bon, le Jean Billy... Le Jean Billy, c'est un peu ce qu'il nous fait quand même, hein. Quel gros cerveau j'ai. Moi, Friedman, je réfléchis tellement bien. Je suis au-dessus de tout ça, moi. Et derrière, enfin, c'est juste une grosse merde, quoi. S'applique-t-il ce raisonnement? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce mec est juste une grosse merde. Voilà. C'est juste une grosse merde, ce type. Bref. Heureux Caspi. Heureux. La musique pendant ton pourquoi était parfaite. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là. C'est vrai. Non mais là, c'est la musique de Spiritfarer, qui est très bien d'ailleurs au passage. Spiritfarer qui est incroyable, mais qui est un jeu sur le deuil et qui est du coup très lourd à faire quand même. Quand vous amenez jusqu'à la fin, c'est un bagage particulier, quoi. On va pas se mentir. Mais le jeu est incroyable et la BO, la bande originale, est vraiment très bonne. Vraiment très très bonne. Alors évidemment, elle est très axée sur cette espèce d'ambiance, vous voyez, un peu douce, un peu triste, parfois un peu amère. Enfin, y a vraiment une espèce de tout ça qui est présent dans la musique et qui marche très bien, je trouve, en général. Le droit à l'oubli de Nietzsche, dans quel sens, là? Là, je vois pas ce que tu essayes de dire, pacifiste. Le droit à l'oubli de Nietzsche, mais dans quel sens? Par rapport à qui que quoi? Je suis pas sûr de suivre. Et encore une fois, je préfère ne pas interpréter, parce que je risque d'interpréter mal. Je préfère vous demander des éléments supplémentaires pour comprendre. Parce que je voudrais pas mal interpréter, quoi. Je reprends. Les hommes d'affaires, regrette Friedman, se prennent souvent pour des philosophes. S'expriment un peu partout à titre privé en débitant le même tissu d'absurdité qui peut par ailleurs leur être profitable dans la vie des affaires. Là où le bas blesse, quand ils se mettent à ne plus faire la part des choses, à croire en leur fort intérieur à ce qu'ils racontent en public. Or, si les managers troquaient l'authentique esprit du capitalisme pour cette logorée responsable, alors ils perdraient tout repère. Ce danger est éthique, en ce sens que c'est la préservation même de l'éthos capitaliste qui se trouve ainsi menacée. Mais le péril est aussi politique. Pourra-t-on continuer longtemps à défendre le capitalisme par des valeurs non capitalistes? La contradiction est-elle tenable? Le public, ainsi encouragé à grand renfort de publicité, à croire que le but des entreprises est de servir la société, ne va-t-il pas se mettre à exiger que le business agisse conformément à la nouvelle éthique d'entreprise, formulée non seulement par des réformateurs, mais par les chefs d'entreprise eux-mêmes? S'amorcerait un cycle de politisation de l'entreprise, alimenté par les concessions rhétoriques de ses propres dirigeants. Non mais encore une fois, le Jean Billy là, il est tellement nul, mais tellement médiocre. Genre il est en mode ah oui mais l'entreprise n'est pas politique. Mon modèle de société capitaliste, raciste, etc. n'est pas politique, voyons. Et il est neutre, il est pur, et il est la réalité qui s'est imposée à nous comme ça, par magie, voyons. Hein? Alors que, bien sûr que non, tout est politique. Son projet est politique, sa vision du monde est politique, son racisme, ça sort pas de nulle part. C'est pas genre une réalité comme ça qui s'est imposée, du genre ah bah tout le monde est un peu raciste, et puis du coup il est raciste, et puis voilà. Non, mais sans déconner quoi. Ce mec est juste une grosse merde de fasciste qui veut imposer son modèle fasciste à tout le monde, et qui veut surtout pas le remettre en question. Non mais... Oh! J'ai envie de frapper cette personne. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas qui est dans la vraie vie ce Friedman, je ne sais même pas s'il est encore en vie, dans le sens où je sais que c'est un économiste, j'ai vu passer de nombreuses fois ça, hein, mais alors vraiment... Friedman, est-ce que t'es en vie encore, espèce de grosse merde? Ah, il est mort en 2006, chais. Voilà. Une explication pour le fait qu'on recroise des fascistes comme ça alors que l'histoire nous montre bien que c'est pas ouf. Non, je dirais pas que c'est le droit à l'oubli parce que c'est juste qu'on a un modèle de société avec des influences en fait, avec des rapports de force et
Bah, simplement, les rapports de force font que ce sont les mêmes gens qui sont au pouvoir. C'est pas qu'on recroise les fascistes comme ça, alors que l'histoire nous montre que c'est pas ouf. Les fascistes n'ont jamais pas été au pouvoir. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte, à un moment donné. À aucun moment, de manière généralisée dans le monde, vous n'avez pas eu de près ou de loin des gens qui sont plus ou moins fascistes au pouvoir. À minima, vous avez depuis littéralement des siècles et des siècles que des autoritaristes au pouvoir. Parce que, admettons, je peux accepter éventuellement dans un certain cadre de dire que tous les autoritaristes n'ont peut-être pas forcément conscience d'à quel point elles ont des mécaniques fascistes, etc. et donc ne se réclament pas du fascisme. Et quand même, il y a un décalage entre un fascisme, on va dire, pur et dur, assumé, le fascisme par exemple qu'on a pu observer en Italie, le fascisme qu'on a pu observer en Allemagne, etc., avec des régimes ouvertement fascistes qui ont mis en place des purges, etc. Tout comme évidemment les fascistes qu'on a à l'heure actuelle, par exemple en France, en train d'essayer de prendre le pouvoir, et qui vont probablement, si elles ont les pouvoirs, faire à peu près les mêmes choses que des régimes fascistes qui ont été nommés un peu plus tôt. Toujours est-il qu'il y a des personnes qui sont juste, entre guillemets, juste autoritaristes, et déjà extrêmement déjà beaucoup trop, mais bon, bref. On n'a pas eu beaucoup d'autres trucs que ça, en fait. Voilà. Le fait est, et Hannah Arendt a un peu défoncé le principe d'autoritarisme entre celui de gauche et de droite. Oui, enfin, moi, personnellement, qu'on soit d'accord, je l'ai déjà dit en long, en large, ici je suis un art, c'est pas sans raison, parce que pour moi, l'État, de fait, ne peut être que fasciste. Donc, de fait, tous les régimes politiques que nous avons eus majoritaires jusqu'à présent sont des régimes fascistes. Voilà, de près ou de loin. Ça, c'est ma vision du monde. Je peux comprendre que c'est pas la vôtre, je respecte que vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais le fait est que pour moi, pour ma personne, vu mes concepts, vu mes croyances, vu mon idéologie, etc., c'est pas possible, en fait, d'avoir autre chose que des régimes fascistes à l'heure actuelle, en fait, au sein de tous nos gouvernements qu'on a eu, en fait, que ce soit les gouvernements de la Ve République, comme avant des autres républiques, comme avant les systèmes féodaux, etc. C'est pas possible pour moi d'avoir autre chose que des fascistes de près ou de loin. Attention au dernier mot. Quel dernier mot? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas, hein. C'est possible, hein. Encore une fois, je vous le répéterai toujours, merci beaucoup pour le follow au passage, et bienvenue à toi Lona. Personnellement, je ne vous dirai... Ah, ça a pas tag? Ah, tu as parlé du coup à... Tu as répondu à quelqu'un, donc c'est pas moi, c'est ça? Parce que je sais pas si c'est moi qui ai dit potentiellement un mot qu'il fallait pas dire, ça m'arrive, hein, encore une fois. C'était pour pacifiste, d'accord, ok, pas de problème. Les vrais fascistes et les antisémites, c'est la FI? Non, les vrais fascistes, c'est les fascistes. Par contre, ça veut pas dire que la FI n'est pas capable de faire preuve d'antisémitisme ou de faire preuve à différents niveaux de fonctionnement fasciste. En fait, il est là le truc. Arrêtez de croire que parce que vous êtes sur un camp politique notamment plus à gauche, que les vrais, véritables fachos, bien fachos qu'on a très clairement en face de nous, vous êtes incriticables. En fait, c'est ça le truc. S'ils vont au pouvoir, ils seront fascistes. Bah, très franchement, je vais vous le dire, hein, parce que je l'ai déjà dit de manière très 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 large ici, pour moi, quelqu'un qui fonctionne avec les partis étatiques, de près ou de loin, est forcément un ennemi. Je vais pas forcément l'estimer comme étant un fasciste, par contre je vais l'estimer comme étant avec un fonctionnement fasciste. Et ça, c'est pas la même chose. C'est pour ça aussi que là je vois la phrase par exemple de Caspigna, t'as une acceptation ultra large du fascisme quand même, je trouve. On soit d'accord, c'est pas parce que je trouve que vous avez des fonctionnements fascistes que vous pouvez être fasciste, en tant que tel, que vous êtes intrinsèquement fasciste. Il y a une distinction, en l'occurrence. Pour moi, la distinction, elle est que le système produit des choses, le système produit des comportements. Si vous avez un État, comme là nous l'avons avec la Ve République, qui, au passage, je le rappelle aussi, hein, c'est quand même créé sur rien de moins qu'un coup d'État par De Gaulle, quand même, voilà, ça place quand même un petit peu le truc, hein, mais faut pas s'oublier, le mec a fait un putsch militaire. Hein, la Ve République, elle n'est pas apparue parce que tiens, on s'est dit, oh allez, on fait une réforme, on va faire une nouvelle république. Non, 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 non. Il y a eu un putsch militaire pour ça quand même. Hein. Ça vous place un petit peu l'ambiance, du coup, de la manière dont ça s'est construit. Et donc forcément, dont ça se pérennise encore aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans la Ve République. Bref, quand vous avez un système qui produit de fait intrinsèquement des fonctionnements, notamment de hiérarchie sociale, hiérarchie raciale, hiérarchie de genre, etc., etc., etc.,
De fait, si vous contribuez de près ou de loin à ces fonctionnements-là en étant les rouages de ce système, et là donc je parle spécifiquement des partis politiques, étatiques, celles qui veulent se faire élire, même si c'est avec la volonté de faire des réformes, ça sous-entend exactement ce qu'on est en train de voir dans le livre là actuellement avec Grégoire Chamaillou. La réforme, c'est pas remettre en question le fondement du truc, c'est se dire « oh, on peut le modifier pour que ça marche un peu mieux ». Mais le problème, il n'est pas qu'il y a un dysfonctionnement. Au contraire, c'est un fonctionnement purement et simplement logique et prévu par le système. Donc tu peux réformer tout ce que tu veux, tu changeras jamais le cœur du truc, donc tu auras toujours les mêmes problèmes qui se présenteront. Un peu différemment, un petit peu un habillage, on va dire, plus joli, peut-être, et encore, c'est très discutable. Et du coup, il est là mon problème, en fait. Avec la FI, par exemple, avec la France Insoumise, si on se retrouve avec la France Insoumise au pouvoir dans notre République, je ne vois pas comment, de près ou de loin, elles seront capables d'esquiver absolument tous les problèmes posés par le système auxquels elles vont participer. C'est pas possible en fait. Parce que c'est le système qui produit ça. Et que eux, à l'intérieur de ça, vont juste reproduire, encore une fois, les mêmes mécanismes que toutes les autres personnes. A contrario, de manière relativement évidente, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis encore une fois, ça veut pas dire que c'est des fascistes. Ça veut pas dire que parce que au sein d'un système qui produit des comportements fascistes, et elles vont probablement reproduire des comportements fascistes, ce sont des fascistes au même titre que des nazis. Genre, enfin, à un moment, il faut être un peu évident, le RN, c'est des nazis. C'est fondé par des SS. Littéralement, les mecs, leur truc là, en ce moment, c'est de dire on va enlever les responsabilités de pouvoir aux personnes binationales. Enfin, il n'y a aucune comparaison possible. Il n'y a aucun moment où tu peux te dire « Oh tiens, les vrais ennemis, c'est la FI, puis c'est tout. » Non, les vrais ennemis, c'est le RN. Hein. Très très clairement, c'est des nazis, c'est eux qu'il faut dégommer. Point. Il n'y a pas de remise en question de ça. Mais c'est pas parce qu'on a conscience que les vrais ennemis, en l'occurrence, c'est le RN, que ça veut dire que LFI est intouchable et incritiquable. En l'occurrence, au sein de la France Insoumise, et pas que, de manière très générale, pour tous les partis politiques étatiques, je le répète, c'est ma vision des choses en tout cas, il y aura toujours des critiques à faire. Parce qu'aucun ne peut avoir un fonctionnement en dehors du système dans lequel il est inclus. Ça n'est pas possible. Ou alors sinon il n'est pas dans le système. Mais du coup s'il n'est pas dans le système, il n'est pas un parti étatique. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est pour ça que, encore une fois, je précise la chose. Pour moi, le système pose problème. Il y a vraiment un très 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 gros problème. C'est pas possible de se dire, tiens, oui le système pose problème, mais si on met le bon tyran éclairé, tout ira bien. Non, il va forcément produire de la merde. Parce que, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment avant la pause repas, vous faites quoi si votre tyran éclairé, même avec les meilleures intentions du monde, fait une erreur ? Vous faites quoi ? Vous faites rien, vous le subissez. Vous subissez son erreur. Parce que justement, il aura tout le pouvoir. C'est ça le truc. Non mais oui, le réformisme, c'est une critique qui est souvent opposée à la FI. Oui, non sans raison. Non sans raison, à mon sens, non sans raison. Je rattrape un peu le chat, attendez, je sais plus où je me suis arrêté. Parce que là je viens de lire la dernière phrase, mais j'ai pas lu avant. Oui, à la base aussi, un truc qui me faisait un peu réagir, c'est effectivement qu'on peut trop facilement tomber dans la logique de l'histoire se répète, l'histoire ne se répète pas. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est vrai qu'à la base on est parti de ça, le fait est que c'est pas, on a vu des fascistes au cours de l'histoire, tout nous montrait qu'il fallait pas avoir des fascistes et du coup on est quand même un peu con de remettre des fascistes au pouvoir. Genre on n'apprend pas, on oublie. Non, en fait ça serait oublier que le rapport de force a été à notre désavantage de manière constante et depuis des plombes et qu'en fait les gens au pouvoir n'ont jamais été autre chose que les gens qui étaient déjà au pouvoir et qui seront les gens au pouvoir demain. Le système se pérennise constamment. Donc en fait c'est pas « tiens l'histoire se répète », l'histoire ne se répète pas. C'est juste qu'on n'a pas le contrôle dessus. Et que du coup, c'est les mêmes connards qui restent au pouvoir et qui continuent à mettre d'autres connards au pouvoir, en fait, systématiquement. C'est ça le truc qu'il faut pas oublier. On a vraiment une espèce de croyance que finalement, il y a eu des fascistes à un moment donné. Puis finalement, vous voyez, ces fascistes, ils ont disparu. Et puis on avait des vrais gens gentils. Et puis hop, d'un coup, les fascistes ils sont réapparus de nulle part. Non, on n'a pas eu des gens gentils. Enfin, je vous reprends un truc, mais le nombre de personnes à gauche qui viennent nous dire « Ah oui, mais regardez, quand même, à l'époque de Mitterrand, c'était mieux. » Mitterrand, vous parlez du colon ? Vous parlez de celui qui a fait des répressions phénoménales dans les colonies ? Vous parlez de celui-là, de Mitterrand ?
Non, parce que moi j'ai quand même souvenir d'un certain nombre de problèmes, de manière très évidente avec Mitterrand. Là je vous ai parlé par exemple des problèmes de répression, mais il n'y a pas que ça. Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait avec des gamines aussi? Attendez, vous voulez qu'on en reparle de ça aussi ou pas? Non, parce que du coup, comme leader de la gauche, c'est un peu discutable quand même, peut-être. Hein? Voilà, de celui qui a organisé l'explosion d'un bateau de Greenpeace. Enfin, à un moment donné, il y a de très très gros problèmes. Si vous n'êtes pas capable de voir que des politiciens vus comme de gauche, hein, sont très très clairement des personnes qui ont eu les pires comportements au pouvoir, voilà, hein, vraiment, voilà. Donc pour moi, c'est pas possible de dire ah bah tiens, l'histoire se répète, ou d'avoir quelque chose qui de près ou de loin pourrait aller sur l'optique de tiens, l'histoire se répète. Parce qu'en fait, ce serait tout simplement nier la réalité. Il y a un rapport de force qui est à notre désavantage, à nous, dans le sens la population généralisée, la plupart des populations qui n'ont pas de contrôle sur les institutions, sur les structures, qui n'ont pas accès au pouvoir. Ce n'est qu'un petit vase clos, globalement de patrons, de leaders politiques, etc., qui se transmettent le pouvoir depuis des plombes. Une classe dirigeante qui reste une classe dirigeante et qui utilise, de fait, tous les mécanismes qu'ils ont à leur possibilité, on va dire, à leurs mains pour continuer à pérenniser ce système-là. Enfin, à un moment donné, si vous creusez un petit peu, vous allez vous rendre compte très très facilement que les familles riches d'aujourd'hui sont très régulièrement des familles qui étaient déjà riches plusieurs siècles en arrière. Je reprends une étude dont je vous ai parlé il y a un moment maintenant. Il y a une étude qui a été faite sur la ville de Florence, donc la ville de Florence en Italie. On a comparé les 10 familles les plus riches 4 siècles plus tôt, ou 6 siècles plus tôt, et les 10 familles les plus riches d'aujourd'hui. Et ce qui est rigolo, c'est que sur ces 10 familles les plus riches, il y en a la moitié qui étaient déjà présentes il y a 4 siècles en arrière. Ce sont les mêmes putain de familles qui restent au pouvoir parce que justement elles ont un rapport de force qui est à leur avantage et qu'elles sont conscientes et qu'elles utilisent ce qu'il faut pour rester à l'avantage et donc du coup qui pérennisent au cours du temps pour leurs descendants cette situation. Et les descendants font exactement la même chose pour les autres descendants au fur et à mesure. Donc on se retrouve encore une fois avec globalement les mêmes trous du cul qui restent les trous du cul au pouvoir constamment. Donc c'est pas ah bah tiens, on a oublié les fascistes d'avant. Non, c'est juste qu'on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix, en fait, tout simplement. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'il faut pas oublier, je pense. Hein. Je continue à rattraper un petit peu. Milton Friedman, c'est le gars qui avait parlé de miracle chilien à Pinochet. Oh, quel enfer. Pour le convaincre d'appliquer une doctrine néolibérale qui a détruit le Chili. Ouais. Sur le cas du Chili et de l'Amérique du Sud, de manière générale, toujours appelé les veines ouvertes de l'Amérique latine, d'Eduardo Galeano. Pardon. Je ne connais pas. Je sais pas du tout qui c'est cet auteur, mais j'avoue que je suis intéressé d'aller regarder ça. Faudra que je mette ça de côté, en vrai. Je note la ref, merci, nous dit Fred. Fred, je veux bien que tu notes la ref dans mon MP. Si tu veux bien. Ce serait fort aimable de ta part. Ce serait gentil. Je rattrape un petit peu. Faut aimer les archives et les descriptions, mais c'est 2 siècles de mécanismes colonisateurs en Amérique du Sud, de la colonisation post-colombienne aux ingérences de la CIA. Ah ouais, ça doit être vachement intéressant. Ça doit être incroyable. Ça doit être super intéressant. Et l'Italie à côté, dont les FAF sont potes avec les nôtres, et eux, elles se lâchent sur le côté nazi depuis qu'elles sont au pouvoir. Bah oui, bah... Un fasciste est un fasciste, incroyable. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Ça ira très bien avec ma lecture de Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Comme quoi, hein. Donc je rattrape, et je crois qu'on est bien. Tiens, faisons une sorte que l'héritage et la propriété soient les 2 trucs les plus protégés en droit. Oh bah tiens, c'est surprise, mais en fait non, pas surprise. Comme quoi, hein. Je reprends la lecture. Après cet aparté. J'en étais à Jean-Michel raciste veut rester Jean-Michel raciste. C'était ça, hein. Oui, voilà, c'était ça. La rage des néolibéraux est d'autant plus vive qu'ils n'avaient eu de cesse dans la phase précédente, alors que tout était calme encore, de mettre en garde contre les dangers de ce genre de discours. Lorsqu'ils constatent au début des années 70 que toute une série de mouvements militants se sont emparés des vieux thèmes managérialistes pour les retourner contre les directions des entreprises, ils y voient la confirmation de leurs craintes. Il se peut que l'adoption du discours de la responsabilité sociale ait commencé
comme une manœuvre strictement défensive. Un moyen pour maximiser la durée de vie du capitalisme en coupant l'herbe sous le pied des critiques. Admettez Lévite. Mais la tactique est risquée, car dès que l'homme d'affaires admet que la fonction fondamentale du business est de servir le public, alors le critique se jette sur cet aveu avec une délectation non dissimulée et s'exclame « Mais alors, pourquoi ne le servez-vous donc pas ?» Sauf qu'en réalité, le business aura beau s'évertuer à servir, il n'en fera jamais assez aux yeux des critiques. Un échec annoncé, qui conduira immanquablement l'opinion publique à préférer, à la bonne volonté affichée mais impuissante des managers, le recours à des moyens plus contraignants. À commencer par la régulation publique, à laquelle on pave ainsi la voie. Hayek prédisait les mêmes développements. L'effet à long terme conduira nécessairement à un contrôle accru des entreprises par le pouvoir de l'État. Ah bah tiens. Bah tiens. En fait, il n'y a plus de surprise, tout fout le camp. Si j'avoue que le coup de on peut pas mettre la prévention dans le tableur, donc dommage, c'était surprisant. Bah désolé, hein. C'est aussi pour ça que je suis très désabusé comme personne, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Malheureusement, c'est mon monde. J'évolue là-dedans. Je travaille ces questions-là depuis des années, en entreprise, en institution publique. Alors maintenant, ça fait 4 ans et 1 mois que je stream à temps plein, que du coup je me suis éloigné un petit peu de tout ça, dans le sens où je suis plus concrètement dans les structures, plus maintenant, puisque bah, du coup je stream et que bah, du coup je fais de la vulgarisation autour de toutes ces thématiques-là. Mais le fait est que bah, malheureusement c'est ce que j'ai vu, constater encore et encore, quoi. Donc il y a un moment où moi je suis très blasé. Je suis une personne qui est extrêmement blasée par les systèmes de pouvoir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement éloigné de toutes les structures de pouvoir que je peux. Alors moi j'ai 31 ans depuis 4 jours. 5 jours. Attendez, on est le combien? On est le 5. Le 28 juin, voilà. J'ai fait mes 31 le 28 juin, précisément. Oui, c'est le monde là qui blase, hein. Ouais, un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup. Hein. Et donc du coup, bref, le fait est que le constat est assez malheureusement effarant. Quand tu passes à peu près une dizaine d'années, parce que c'est à peu près ce que j'ai fait en entreprise, que ce soit en stage ou en structure de travail une fois que tu y es, quoi, enfin, en tant que conseiller externe, parce que c'est le poste que j'ai occupé. Grosso merdo, en fait, moi j'ai fait des études du coup sur Aix-en-Provence, sur un master qui s'appelle donc master de psychologie sociale du travail et des organisations. C'est un master qui est hybride, c'est-à-dire que la première année, vous faites de la recherche, donc vous restez assez éloigné des entreprises, vous êtes sur de la production scientifique, sur les fonctionnements du monde scientifique, comment est-ce qu'on produit de la recherche, etc. Et la deuxième année, à contraire, vous êtes en entreprise quasiment toute l'année, vous êtes dans des structures de travail, et vous essayez d'aider, d'améliorer, d'appliquer ce que vous avez appris du monde de la recherche. Donc c'est un master qui est super intéressant, il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais il est particulièrement intéressant pour ça. Et le fait est qu'après, une fois que j'ai fini donc ce master, que j'ai été diplômé, que du coup j'ai obtenu mon numéro ADELI, tout ça, bref, je suis allé en tant que conseiller externe, j'étais missionné par une entreprise pour faire un travail dans cette entreprise. Donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. Et après, j'ai complètement pété un câble, voilà, pour le dire crûment, j'ai fait un énorme burn-out parce que, en fait, ces années en études, en stage et mes 2 années en travail, en fait, m'ont montré à quel point le monde se fout de ma gueule, le monde se fout de la gueule de tout le monde, que les structures de travail sont extrêmement cyniques, vraiment extrêmement violentes. On a très clairement utilisé en fait mon travail pour justifier des choses absolument injustifiables. Le mot DEP a été automodé. Mais ouais, je comprends beaucoup Caspinia. Je comprends beaucoup. Master sociaux anthropo appliqué au développement local, 4 ans de bénévolat en chargé de mission dans les jardins partagés. Ça m'a dégoûté. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Burnout dans la préparation de commandes. Je pense que malheureusement, on est beaucoup là-dedans. Je vous l'ai pas dit, ma cousine gendarme a été déployée en Kanaki. Oh, l'enfer. Enfer. Ouais. Ouais. C'est la répression coloniale, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Et je présume qu'elle voit pas le problème en plus. Très probablement, de toute façon, si elle est gendarme, déjà ça part mal. Oui, on est anti-police aussi. Ouais, oui, hein, au passage, si vous l'avez pas compris. Je préfère préciser. Anti-police, anti-prison, anti-État, hein, évidemment.
Antipsychiatrie aussi, hein. Enfin voilà, on a le quintet total ici, hein. C'est la base, c'est la base. Bref, ne regardez pas mon pseudo, n'est-ce pas? Elle veut aider les gens. Elle veut pas aider n'importe quel gens du coup, hein, quand même. Bref. Toujours est-il que, pour reprendre, le constat que j'ai eu moi en entreprise, c'est qu'on m'utilisait en fait pour justifier l'injustifiable. Et notamment, le dernier contrat que j'ai fait, c'était le contrat que j'ai fait dans un hôpital privé. Du coup, une structure de soins privée. Donc là déjà, vous vous dites, oh que ça s'annonce bon. Oh que ça s'annonce très très bon. Et en fait, globalement, j'ai fait un travail de prévention des risques physiques et risques psychosociaux. J'ai passé 4 mois à travailler sur toutes ces questions-là, de tous les risques qu'il pouvait y avoir dans la structure, pour les 500 employés fixes et 2000 employés sous contrat à durée déterminée. Déjà ça vous donne une petite idée qu'il y a des trucs qui vont pas, mais bon, bref. Et ben le truc qui est arrivé, en fait, c'est qu'une fois que j'ai fini mes 4 mois de travail d'investigation, etc., que j'ai fait un rapport qui faisait quelque chose comme 200 pages, 200-300 pages, de constats, de recommandations, de plans économiques à mettre en place. Hein. Donc quand je parle de plans économiques, les budgets à mettre en place pour pouvoir faire la prévention, la gestion des risques, etc. Dans l'idée, en fait, je leur ai donné l'entièreté de ce qui était à faire et le constat et le coût des choses à faire pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la structure de travail. Voilà, je leur ai fait un truc clé en main, absolument tout. Et la réponse de la RH a été de me regarder, prendre le classeur, parce que du coup c'était un classeur mon rapport, le mettre sur l'étagère tout en me disant, eh ben, quand il y aura un accident, on pourra ressortir ton travail pour dire qu'on a fait un plan de prévention et qu'on est en train de travailler dessus. Et en attendant, il ne quittera pas cette étagère. Voilà. Voilà. Et là, c'est le moment où c'était trop pour moi. Ça c'est le moment qui m'a fait craquer. Ça, c'est le moment où je suis rentré en burn-out. Ça a été le dernier coup de marteau où j'ai fait... Non, c'est pas possible. Là, je peux plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à streamer. Genre, quelque chose comme 2 mois après. Je crois que 2-3 mois après ça, j'étais juste chez moi. Je faisais que ça. J'étais juste chez moi et j'étais juste au fond du burn-out, pas bien. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais lancer un live. On va jouer à l'occurrence à Anno. Voilà, on va jouer à Anno 1800. Et basta, on va voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à stream. un jeudi soir, je crois, ou un truc comme ça. Parce qu'en plus, j'ai commencé à stream genre en plein milieu de la nuit. Hein. Mais voilà. C'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Du Anno, une petite obsession pour les organisations sociales. Alors ici, quand on fait pas de sciences humaines et sociales, on fait beaucoup de jeux de gestion stratégie. C'est vraiment un truc qu'on fait énormément. C'est vraiment un truc qu'on fait énormément ici. J'aime beaucoup les jeux de stratégie-gestion. D'ailleurs, vous avez absolument tous les replays qui sont disponibles, ou presque, sur YouTube, juste là, comme ça. Si jamais ça vous intéresse, la chaîne YouTube a toutes les let's play, et également toutes les lectures de sciences humaines et sociales déjà faites. Si ça vous intéresse de rattraper un petit peu, bah voilà, n'hésitez pas. Bref, tout ça pour dire que le constat est, malheureusement, le monde du travail, c'est vraiment horrible. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment un truc qui est violent, qui est pensé, qui est voulu comme tel, et qui essaye absolument envers et contre tout de se maintenir, tel quel. Malgré les annonces de réformes ou je ne sais quoi, ça reste du flan. Ça reste du flan absolu et totalement. Et ça, c'est vraiment un truc que quand tu travailles dans ces thématiques-là et dans ces structures-là, tu ne peux que le voir. Mais vraiment, tu ne peux pas voir autre chose. Enfin, c'est une évidence que c'est ça, que ça fonctionne comme ça. Donc bon. Et d'ailleurs, vous noterez qu'au passage, le discours de défense de notre trou du cul, là, c'est pas de dire en fait, non, on est des gens gentils, etc., on fait ce qu'il faut pour le bien... Non, la défense, c'est bien de dire, ah oui, mais l'entreprise, elle est là pour faire du profit, peu importe ce qui se passe pour les gens, on s'en fout, hein, peu importe pour l'écologie, on s'en fout, on est là pour faire du profit. Et c'est très bien, il faut faire du profit. Donc, vraiment, même les plus ardents défenseurs ont parfaitement conscience que c'est ça, c'est juste qu'ils voient pas en quoi c'est un problème.
Voilà. Bref. Je reprends. Il se peut que l'adoption du discours de la responsabilité sociale... Ah non, attendez, ça je l'avais lu. Top. Je rattrape, ici. Ceux qui recourent au discours de la responsabilité sociale afin d'éviter une régulation gouvernementale rigoureuse, analyse de même Mann, prétendent que la survie même du capitalisme dépend de l'adoption d'une attitude socialement responsable par les entreprises. Selon eux, si le public peut être amené à croire que le business opère déjà de façon socialement responsable, la menace politique peut être écartée à moindre coût. Mieux, la situation peut tourner à l'avantage du business si elle permet d'obtenir l'autorégulation pour l'industrie. Tel est fondamentalement le pari d'une partie du patronat. Selon Mann, cette stratégie est pourtant vouée à l'échec. Mais alors, que faire ? Il serait incohérent de ma part, ironise Friedman, d'appeler les dirigeants d'entreprise à se retenir de recourir à ce ravalement de façade hypocrite parce qu'il nuit au fondement d'une société libre. Ce serait en effet les appeler à exercer une responsabilité sociale. Au-delà de la blague, cette autodérision exprime une aporie fondamentale, l'incapacité théorique de la doctrine économique néolibérale à penser dans son propre cadre la possibilité d'une action collective, d'une mobilisation coordonnée des classes dominantes pour la défense de leurs intérêts. Elle en prédit à tort l'impossibilité. Or, c'est pourtant ce qui leur est devenu indispensable de pouvoir penser. Et voyez, ça aussi c'est assez ironique. Hein. Ça aussi c'est quand même quelque chose, parce que typiquement, Friedman vous montre bien le problème. C'est tellement des pélos qui sont insupportablement égoïstes, autocentrés, etc., que pour eux, c'est impossible qu'ils puissent travailler ensemble. Genre, pour eux, ils sont vraiment en mode « Bah non, c'est pas possible qu'on puisse faire ça. On ne peut pas se mettre à collaborer les uns avec les autres. » Mais vous imaginez, collaborer, c'est presque le début du communisme, voyons. C'est tellement des sales merdes que même pour essayer de continuer des sales merdes, ils peuvent pas le faire ensemble. Incroyable. Si le business est mis en difficulté politiquement, estime Jeffrey St. John en 71, Jeffrey St. John, pour rappel, c'est celui qui disait que c'était absolument honteux que General Motors ait mis en place un directeur noir. Hein, voilà. C'est le même qui tout à l'heure a gueulé sur ça. Hein, je vous le rappelle, parce que vous pourriez éventuellement oublier à quel point ce sont des grosses merdes ces types-là. Donc je vous le rappelle. Voilà, on est sur vraiment un bon petit raciste bien vénère comme il faut. Pas que raciste, hein, encore une fois, il a montré qu'il avait bien d'autres oppressions qu'il a envie de réaliser, mais notamment celle qu'il a exprimée tout à l'heure était clairement raciste. C'est parce qu'il a troqué un exposé clair et net de son point de vue contre une bromure intellectuelle. Or, la civilisation du business est vouée à disparaître si elle est incapable d'expliquer de façon intellectuellement cohérente la façon dont elle fonctionne. Que les hommes ne comprennent pas, ils sont incapables de le justifier. Ah puis tiens, là on revient du coup sur la logique toujours pareille, c'est pas qu'on fait de la merde, c'est qu'on vous l'a pas bien expliqué. Voilà, vous êtes trop bête, vous ne comprenez pas que ce qu'on fait, on le fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est trop bien, parce que voilà, c'est comme ça. C'est juste qu'on n'a pas su être assez pédagogue, hein. Voilà, c'est pour vous rappeler les propos de quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça que je vous le rappelle aussi constamment que on est déjà dans des régimes fascistes. C'est exactement la même logique appliquée par un président actuel français. Vous vous rendez compte d'où ça mène ? Vous voyez la pente que c'est ? Si vous n'arrivez pas à voir en quoi déjà on est dans des régimes fascistes, je suis désolé, hein, mais va falloir vraiment travailler la question. Hein. Va vraiment falloir travailler la question. Hein. Et ceux qui ne peuvent pas justifier, ils ne le défendront pas. Et ceux qu'ils ne sont prêts à défendre, ils ne peuvent pas le conserver. Si le travail de justification a une importance stratégique, ce n'est donc pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour soi. Ce n'est pas qu'affaire de propagande, mais c'est aussi d'autoconviction. Et pour cela, répète Saint John, en boucle, mais sans jamais apporter la moindre bribe de contenu conceptuel à cette formule, il est nécessaire d'avoir une philosophie, car si l'on cède aux groupes radicaux, c'est bien faute d'une telle philosophie. Mais où la trouvera-t-on ? Mann indiquait en 70 par quoi commencer, ce qu'il fallait détruire pour refonder un discours apologétique sur de nouvelles bases. La source intellectuelle la plus importante des attaques en cours contre le big business, c'est l'ouvrage classique de Berle et de Mintz. La vulnérabilité politique de l'entreprise ayant des racines théoriques, il fallait donc y remédier par des moyens théoriques. Pour ceux qui y voyaient un danger mortel, il était impératif de rendre intellectuellement inarticulables les interrogations sur ses fondements, son pouvoir,
ses finalités. Voilà. Ça donne envie, hein. Chapitre 12. L'entreprise n'existe pas. Historiquement et analytiquement, l'entreprise paraît être un nexus de pouvoir. Léo Lowinger. Un nexus, c'est un enlacement, une étreinte, un nœud, un lien. Contracter un engagement, tomber en servitude. Comment ça, et la cogip alors? Mais justement la cogip. En vrai, vous voulez rigoler un petit peu, je peux vous faire un petit peu d'ironie, hein, et en même temps faire un petit point psycho. Pourquoi est-ce qu'on a la cogip? Pourquoi est-ce qu'on a tout cet humour qui s'est développé autour de la cogip? Mais parce que justement, au-delà de la parodie qu'il y a, qui vient justement se moquer de ça, c'est littéralement l'idéologie qu'il y a derrière. L'entreprise n'est pas une entreprise, c'est une famille. Les autoritarismes qu'il y a là-dedans, non. Le burn-out que ça crée, non. Ce sont des individus qui collaborent ensemble, qui parfois, oui, sont fatigués, mais profondément, c'est une famille qui partage des valeurs, qui partage des envies, qui avance front commun pour le bien commun de la société, pas du tout pour les intérêts privés d'un patronat extrêmement restreint qui exploite absolument tout le monde. Non, c'est faux, bien sûr. Et oui, même la cogip, ça le montre. Même la cogip, ça l'illustre. Incroyable. J'aime bien comment j'ai fait exprès, parce que je me doutais de la digression. Et dis donc, hein. Les liens ne peuvent pas être partagés dans mon chat pour éviter les abus. On ne peut pas partager de liens, je suis désolé. Par contre, si vous avez des liens à partager, ça peut être intéressant d'aller sur le Discord. Je vous mets le lien hop du Discord. Voilà, vous pouvez rejoindre le Discord de la communauté. Et du coup, dedans, vous avez notamment la partie forum, où on peut échanger des ressources. Vous avez différents sujets au sein du forum, qui peuvent être sur un peu tout et n'importe quoi. Enfin, là, par exemple, si j'ouvre le forum, vous avez tatouage, qui du coup partagent nos différents tatouages pour les gens de la communauté. Vous pouvez également avoir les gens qui font des créations. Donc, vous pouvez avoir des peluches, vous pouvez avoir des projets vidéo, etc. Un petit peu tout et n'importe quoi, quand c'est vous, les gens de la commu, qui créez des choses. Il y en a un, c'est recommandations de React, donc là où on partage des documentaires qu'on pense être pertinents à voir ensemble en live pour notamment avoir mes apports en psychologie sociale, etc. Ou se mettre en colère tous ensemble aussi, c'est possible. Ça peut être des ressources sur la neurodiversité, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc n'hésitez absolument pas, le Discord est fait pour ça. Si ça vous plaît, si ça vous tente, rejoignez-nous, et bien. Pouf, je reprends ma lecture. Donc, chapitre 12, l'entreprise n'existe pas. Celui qu'on a surnommé le parrain du néoconservatisme américain, Irving Kristol, s'en lamentait encore en 1975. Le problème qui se pose aujourd'hui pour la grande entreprise, c'est qu'elle n'a plus la moindre légitimité théorique, c'est-à-dire idéologique, claire, dans le cadre même du capitalisme libéral. De quel droit le management, cette oligarchie consanguine, exerce-t-il son pouvoir? Sur la base de quels principes le fait-il? À ces questions d'ordre essentiellement politique, le management ne trouve à opposer qu'un seul genre de réponse, faible, d'ordre économique. Un constat très alarmant d'un pouvoir sans théorie, intellectuellement démuni et, de ce fait, politiquement exposé. Les analystes soviétiques, qui scrutaient attentivement à l'époque la vie intellectuelle américaine, notaient avec intérêt les interrogations de Kristol, tout en remarquant sobrement qu'il se révélait incapable de proposer la moindre solution constructive à ce problème spécifique. Eh oui, non mais si vous partagez des liens, ça va pas marcher. Je vous le redis, les liens ne sont pas autorisés dans le chat. Vous ne pouvez pas poser de liens ici. Je suis désolé. Désolé. Désolé, pas désolé. Lorsque la crise est profonde, organique, notait Stuart Hall en reprenant les analyses de Gramsci, tout un travail politique et idéologique est requis pour désarticuler les anciennes configurations et en réélaborer les nouvelles. Mais cela prend du temps, sans compter qu'en l'occurrence, il y avait eu du retard à l'allumage. Les attaques contre les grandes entreprises, aussi bien populaires qu'intellectuelles, noté Mann, furent lancées bien longtemps avant qu'une défense ne se mette en œuvre, de sorte que l'on ne disposait encore au début des années 70 d'aucune théorie sérieuse pour assurer la défense du système américain de l'entreprise. Comment ça, c'est pas autorisé ici? Non. Non, en fait, il faut savoir qu'au niveau de ma chaîne, en fait, la première année de stream,
j'ai eu beaucoup de raids de gens d'extrême droite. J'ai eu notamment des chaînes, des fois d'extrême droite, qui me raidaient pour m'envoyer tout un tas d'insultes, etc. Et même aussi, plus régulièrement, des gens qui passaient dans le chat juste pour lâcher insultes, menaces de mort, etc., etc., etc. Donc de fait, j'ai très drastiquement réduit les possibilités pendant longtemps. Pendant quasiment 3 ans, on était par exemple avec le chat en follow only. Alors après, maintenant, c'est plus le cas. Je crois que maintenant, je vous ai plus mis en follow only, n'importe qui peut parler, il me semble. Mais pendant très très longtemps, c'était bloqué. Je regarde. Non, effectivement, maintenant c'est désactivé, n'importe qui peut parler, même si vous n'êtes pas follow. Et donc les liens sont toujours désactivés, etc. etc. Parce que bah, du coup, j'ai besoin d'un minimum me protéger, de protéger mon chat. Et du coup, voilà. Désolé pour celles que ça peut déranger, mais je vous avoue que ça ne changera pas. Déjà, depuis quelques temps, j'ai accepté de enlever le follow only, parce que j'ai eu plusieurs fois des retours dessus, et je l'entends. Notamment des gens qui veulent pouvoir échanger, qui veulent pouvoir papoter avec les gens du chat, etc. Échanger sur ce que je dis, notamment, sans avoir la nécessité de mettre un follow, et donc du coup d'être notifié quand je lance des lives, etc. Ce que j'entends parfaitement, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai que pendant très longtemps, j'avais quand même continué à le bloquer, le chat, à considérer qu'il fallait quand même que je mette en follow only. Bon, là, j'ai testé depuis quelques temps, et en vrai, ça va. Je me fais pas trop emmerder. Il y a quelques fois des gens qui viennent et qui lâchent des trucs pas ok, mais ça reste relativement rare, en toute franchise. Donc ça va. Là, pour l'instant, je ressens pas le besoin de remettre cette mesure de sécurité-là. Ça me semble pas une nécessité. Peut-être que ça le redeviendra, on sait jamais, hein, mais on verra. Bref, je reprends la lecture. Mais les choses étaient en train de changer, rapidement. Il est vrai que l'ampleur de la contestation avait rendu la tâche pressante. Des économistes néoclassiques travaillaient d'arrache-pied dans ces années-là à développer de nouvelles théories de l'entreprise, un champ passionnant. Enfin, une bonne nouvelle, respire Mann en 1979. Pour un monde des affaires qui s'inquiétait depuis longtemps des attitudes anti-business et de ses propres capacités à mettre en œuvre une défense populaire. Les économistes sont aujourd'hui familiers de ces nouvelles théories de la firme. Cours et manuels les exposent aux étudiants avec leur infini cortège d'argusties scolastiques, mais en omettant le plus souvent de restituer le contexte historique et politique qui a présidé à leur élaboration. On présente ainsi comme des doctrines neutres ce que les auteurs ont pourtant eux-mêmes explicitement conçu comme des armes intellectuelles pour la défense d'un capitalisme contesté. L'occultation est regrettable en ce qu'elle empêche de saisir les enjeux politiques de ces théories, leur sens fondamental. Et ça, bah tiens, surprise, mais en fait non, pas surprise. C'est marrant quand même. On a donc tout un champ d'idées, de théories développées par des gens qui ont purement et simplement l'envie, la nécessité de construire des théories qui sont à leur avantage. Et comme de par hasard, vraiment comme de par hasard, aujourd'hui, on le fait pas. Aujourd'hui, ça passe complètement à la trappe le fait que ça a été construit dans cette vision-là, dans cette optique-là, pour ces raisons-là. C'est dommage quand même. C'est quand même dommage, parce que c'est un peu important de comprendre que ça a été construit et pensé pour ça. Enfin, bref. Encore une fois, une question de rapport de force. Hein. L'entreprise peut-elle survivre ? Se demande, en 1978, le futur prix Nobel d'économie Michael Jensen et son mentor William Meckling. Ils ne parieraient pas là-dessus. Pas en tout cas si les tendances actuelles suivent leur cours. Les pouvoirs du dirigeant d'entreprise ne cessent d'être restreints chaque jour davantage. Lui, jadis si libre, se trouve désormais entravé par une masse de nouvelles régulations gouvernementales. Sous les coups de butoir des écologistes, certains produits toxiques, dont le DDT, ont été interdits. Ceci au mépris de la liberté de commercer. Non mais... On va reprendre la phrase, mais... Certains produits toxiques... Je sais pas. Du coup, tu dis que peut-être c'est pertinent de bloquer le commerce de produits toxiques ? Peut-être. Non ? Non, parce qu'il faut faire des pognons, donc en fait on s'en fout. Oh là là. En réponse à l'activisme de divers groupes de pression, organisations antiracistes, féministes, des mesures de discrimination positive ont été imposées aux employeurs. Si au mépris de la liberté d'embaucher. Non mais ça aussi, non mais... Littéralement, c'est marqué dans le truc. Organisation antiraciste, organisation féministe,
Ah bah du coup, elles nous empêchent de faire des choses bien, ces personnes. What the fuck, quoi. Non mais vraiment, what the fuck, quoi. Tu vois pas en quoi tu t'opposes potentiellement à quelque chose qu'il faut pas s'opposer? Genre vraiment? Ah, c'est Jean-Michel qui sont là, pardon, c'est Jean-Billy qui sont là en mode « Mais nous, on veut continuer à être des connards. On veut continuer à être des connards sans que vous veniez nous faire chier, hein. Ah non, mais c'est important d'être un connard en toute liberté quand même, hein. » Putain. Ah, ça me fait péter un câble. C'est... Ça me tend. Ces gens-là et leurs moyens de se défendre me tend. Genre vraiment, leur moyen de se défendre, c'est « Mais moi, je voulais continuer à être libre d'être un connard. » Bah non. Enfin, je sais pas, être un connard, c'est pas bien, je sais pas, t'as pas de neurones, t'as pas de l'empathie quelque part hein, dans ton corps. T'as pas que de la merde quand même. C'est pas possible, je sais pas. Et ça me fume, ça me fume. Je suis une personne plutôt spontanée en effet. Ça se repère assez vite. Je reprends. J'en étais là, en cédant inconsidérément à ses revendications. Rien que le choix des mots me donne envie de canner. Inconsidérément. Ah oui, c'est inconsidéré de vouloir un peu plus d'égalité dans nos sociétés, c'est vrai. En cédant inconsidérément à ses revendications, le gouvernement est en train de détruire le système des droits contractuels dont dépend l'existence même du système de la libre entreprise. Une forme organisationnelle hautement vulnérable, précise-t-il. Faut peut-être se poser la question de pourquoi c'est vulnérable, bande de sac à merde. Au rythme où vont les choses, même si elles survivent d'une façon ou d'une autre, les grandes entreprises sont vouées à être détruites sous la forme que nous leur connaissons. Nous pensons même que dans certaines industries, leur disparition est imminente. Certaines firmes vont purement et simplement mettre la clé sous la porte, et d'autres vont prendre d'autres formes organisationnelles. Certaines seront nationalisées, et d'autres passeront sous autogestion ouvrière. Oh, j'ai presque de la souffrance pour ces patrons. En fait, non, je m'en bats les reins. Anyway. Non mais vraiment le ouin-ouin de connard quoi. Non mais ça me fume. Littéralement leur défense, c'est vraiment, mais ce que tu viens de marquer Raving Bell. C'est vraiment le ouin-ouin de... C'est même pas rendez-moi ma liberté. Leur ouin-ouin c'est... On a peur de plus avoir la liberté d'être des sacs à merde sans qu'on me le dise. Ces gens me fatiguent. Ces gens me fatiguent. Me fatiguent très fort. On devrait créer une expression, mettre la clé sous le tapis, parce que Bernard Laporte, il est pas accurate. C'est vrai. En tout cas, pour l'énergie de la grande nation, si on me met une turbine en face de ma bouche, on a une production pour les 100 prochaines années, tellement je souffle. Ouais, je pense que là... Nous pouvons être la révolution écologique juste en lisant les discours des droitos, hein, parce que un enfer. D'ailleurs, il faut que j'arrête d'utiliser le mot droitos. C'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve qu'il y a un problème à utiliser l'expression droitos, parce que il y a un côté où ce serait presque une maladie, il y aurait presque un côté où on va un petit peu, je sais pas, peut-être dans la psychophobie ou quoi. Enfin, il y a un truc qui pour moi ne marche pas. Dans droitos, il y a un truc qui ne correspond pas, et pour moi, du coup, j'essaye de ne pas utiliser le mot droitos, parce que je trouve que ça marche pas, en fait. Pour moi, il y a vraiment un truc qui est assez dommageable. Enfin, comme si, en fait, on déresponsabilisait les personnes de droite d'être des personnes de droite. Genre, elles sont de droite et sont des saloperies, mais vous savez, c'est genre un peu malgré eux. Et surtout, ça permettrait aussi de passer à côté du fait que les gens à gauche aussi produisent des trucs qui sont absolument pas ok. Oui, droitardé, c'est 10 fois pire. Pour moi, ça c'est absolument un truc que je ne peux pas utiliser. C'est mort. Ça n'arrivera pas. Parce que ouais, non, ça clairement, c'est non. Non, il n'y a rien qui va, voilà. Il n'y a rien qui va dans l'expression. C'est très clairement psychophobe. Mais je trouve qu'il y a un truc dans Droitard qui fait un peu la même chose. Et du coup, vraiment, ça me pose problème. Parce que du coup, il y a ce côté où je trouve que on a un côté déresponsabilisant. On a un côté un petit peu genre... les personnes sont de droite, mais malgré elles... Enfin voilà, il y a plein de petits trucs où je trouve que... Donc j'essaie d'éviter ces expressions-là.
Après, encore une fois, moi, c'est mes manières de voir. Hein. Je dis pas que ma manière de voir est la meilleure et la bonne, etc. Hein. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de truc qui me chafouine un petit peu, pour le coup. Bref, anyway, je reprends. Or, si cette attaque sur les entreprises se mène sur le terrain social et politique, elle s'appuie sur deux grandes prémices conceptuelles. La séparation de la propriété du contrôle, d'une part, et la responsabilité sociale des entreprises, de l'autre. Voilà quelles étaient, dans le camp théorique, les deux grandes cibles à abattre. Car si l'adversaire marque des points, c'est entre autres choses parce que le débat public a été truffé d'embuscades sémantiques. Un travail de déminage est nécessaire, un patient effort de reconceptualisation que l'on aurait tort de dénier en n'y voyant qu'un vain pinaillage sémantique. Définir le mot est un acte politique. Qui en fixe le sens se dote alors d'un atout stratégique. Oh, c'est tellement si bien dit et tellement accurate ça. J'aime ma boîte et moi je l'assume. Non. Alors en vrai de vrai, la lecture, là on arrive sur un moment où je peux couper pour la VOD et je vois que la VOD fait 1h45. Donc, petite fougère de YouTube, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que la lecture est toujours appréciable, que ce soit pour les gens du chat ou pour les gens qui nous écoutent sur les rediffusions sur YouTube. Cette fois-ci, c'est fini. Des bisous, petite fougère de YouTube, et à très bientôt pour la suite.